Yofi, shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Lilmod pour continuer de développer les thèmes qui sont chers à nos cœurs, c'est-à-dire l'Aïmouna. Cette époque tellement importante, tellement difficile aussi, mais c'est l'époque qu'on est en train de vivre, du retour d'Israël sur sa terre. Il y a plein de choses qui se passent. Et on a décidé avec le Rav Ackerman de commencer, d'ouvrir cette étude d'hiver. Donc ça va être pendant tout l'hiver qu'on va étudier le texte du Gaon de Vilna, qui est Kol Hator. Et on a des surprises pour vous parce que il y aura des traductions, des choses, il y aura plein de choses, si Dieu veut. On vous tiendra au courant sur ça. Donc voilà, on ouvre. C'est un cours d'introduction et on espère que vous allez faire passer autour de vous pour qu'il y ait encore plus de gens qui rejoignent le cours du Rav Ackerman du lundi soir sur ce thème de Kol Hator du Gaon de Vilna. Bechavod. Voilà. Shalom Vracha, donc Toda Rabba Yohan. Donc aujourd'hui, comme c'est un cours d'introduction, je vais parler BLP, Torah chez BLP, c'est-à-dire par oral. Ça nous permet de voir plus de gens parce que je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, quand il n'y a pas de texte, on peut tous se voir au moins 25 personnes. C'est pas mal, ça fait 2 millions et demi, plus les passants midi par deux et d'autres. Donc ça fait déjà 26 comme Gematria chez Mavaya, donc c'est très très bien. Et, euh, et donc, on va faire une introduction. Alors, tout d'abord, euh, je vais essayer de donner en une heure, donc dans ce cours, l'essentiel de l'introduction, parce que, si vous voulez, je voudrais beaucoup que dans l'étude, on arrive à parcourir, si Dieu veut, peut-être pas tout le livre, mais je voudrais bien, on verra si vous avez la patience et moi aussi, mais ce serait génial si on réussissait à étudier tout le livre du Collator du début jusqu'à la fin, parce que bien entendu, Enodomé, ça ressemble pas quand on fait quelques textes, ou bien si on réussit vraiment à avoir une lecture totale de ce qui est écrit qui nous permet vraiment de bien comprendre les choses. Bezrat Hashem Blineder, c'est en tout cas mon but, c'est d'essayer d'espérer d'étudier tout le livre. Donc c'est pour ça que je vais consacrer un cours à l'introduction et après, Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, on étudiera dans le texte. Alors tout d'abord, le sujet du livre du Collator, c'est le chidouche, qu'il y a non pas un Messie, mais deux Messies. Shne Meshichin, en araméen Tren Meshichin, qui a deux Messies, qui s'appellent Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Ça, c'est le chidouche que le Gaon de Vilna dans le Collator nous a révélé, non pas parce qu'il n'était pas connu avant, mais parce qu'il était pas assez connu, ou pratiquement pas connu, sauf chez les Mekoubalim, les grands kabbalistes, qui le savaient, puisque la Torah de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le fait, surtout la Torah du Mashiach ben Yosef, était consignée en gros, sauf quelques allusions qu'on verra après dans le Talmud et dans d'autres midrashim, mais il était en gros consigné dans les écrits ésotériques dans la Kabbalah. Le Hari Akadosh, on a parlé dans ses Sfarim. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, on a parlé dans ses Sfarim. Mais la première fois, on pourrait dire, où il y a une Torah, un enseignement organisé de qui est le Mashiach ben Yosef, alors c'est l'enseignement du Gaon de Vilna. C'est vrai, je sais, le Ramchal aussi en a parlé, mais cette diffusion, elle est quand même due à l'enseignement du Gaon de Vilna dans le livre de Collator et dans les autres écrits. Alors, je voudrais donner le chidouche essentiel là-dessus. Le chidouche essentiel, c'est de dire qu'il y a non pas un Messie, mais deux Messies. Pourquoi? Parce que là, on va rejoindre l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire que toute vraie vérité, elle n'est pas dans l'uniformité, mais dans l'union, dans ce qu'on appelle la différence entre la achidout et la ahdout. C'est-à-dire la achidout, c'est l'uniformité, et la ahdout, c'est l'harmonie des valeurs ou l'union des valeurs. Si c'est valable partout, si pour avoir des enfants, il faut deux personnes plus Akadosh Baruch Hu, la Shrina, qui est Shrina Benem, qui fait l'union possible entre un homme et une femme et qui fait que grâce à ça, Ish Veisha va Shrina Benem, alors on peut engendrer, si c'est valable aussi au niveau des plantes et des animaux, c'est-à-dire le monde entier n'est fécond que par le Yichud, c'est-à-dire l'unité des valeurs. À ce moment-là, c'est valable aussi pour les grands rabbins d'Israël. Il doit y en avoir deux, un grand rabbin Ashkenaz et un séfarade. Et puis c'est valable pour le Sanhedrin. Il y a le Nasi et Avbedin, c'est-à-dire ceux qui dirigent le Sanhedrin
il y en a deux, le Nassi, le prince, président, Avvedin, et le Avvedin, celui qui est le décisionnaire. Alors c'est aussi valable quand la Géoula viendra. C'est-à-dire quand la Géoula viendra, il est obligatoire qu'il y ait deux personnes qui amènent la Géoula. Et ça, c'est le chidouche premier essentiel qu'on va apprendre quand on va apprendre le Kolator. C'est-à-dire celui qui pense qu'il y a un seul Messie, il est dans le tort et non pas dans le Kolator. Et donc, il faut intégrer cette idée-là. C'est-à-dire toute vérité ne peut arriver que par deux valeurs qui vont être unies par la valeur médiane. Kabbalah, Chesed, Gevura, Tiferet. Tiferet, ou Chochma, Bina, Da'at. Da'at, c'est le Chibour, on l'a vu. C'est-à-dire le Chibour, l'unification entre les deux valeurs, c'est une valeur en elle-même, celle qui fait qu'on réussit à unir les deux. Alors, c'est valable partout, donc, maintenant, on va apprendre comment est-ce que cette vérité universelle va être réalisée quand la Géoula viendra. Et donc, il nous fallait un deuxième Messie. À part le Mashiach ben David que tout le monde connaît et dont parlent tous les écrits, ou bien au niveau de la prophétie et ensuite dans les écrits midrashiques, c'est-à-dire dans les écrits qui nous transmettent ça, que ce soit dans la Gemara, etc. Alors là-bas, on nous parle tout le temps du Mashiach ben David, du Messie descendant de David. Et puis, on se dit, c'est pas possible, il faut qu'il y en ait encore un. Qui c'est le deuxième? C'est Mashiach ben Yosef. Alors ça, c'est le premier enseignement qu'on devra apprendre et qui est essentiel pour nous parce que grâce à ça, on saura que la Torah qui parle de deux Mashiachim, du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est une Torah Temet, c'est une véritable Torah. Et on va donc du coup devoir apprendre à organiser ces deux valeurs. C'est-à-dire, quel est le rôle du Mashiach ben David? Quel est le rôle du Mashiach ben Yosef? Quel est le principe qui va être le principe unificateur des deux? Et aussi au niveau chronologique, qui est le premier Mashiach qui va arriver? Qui est le deuxième Mashiach qui va arriver? Ou bien peut-être, ils vont arriver ensemble. Alors je vais tout de suite répondre à cette deuxième question. C'est qu'en effet, non, ils ne vont pas arriver ensemble. Il y a tout d'abord le Mashiach ben Yosef, et ensuite le Mashiach ben David, et pourquoi? Ou est-ce que ça peut être autrement et tout. Tout ça, donc ça va être le principe, le grand chidouche. Et comme le Mashiach ben Yosef, c'était l'inconnu du bataillon des Meshiachim, donc il va falloir plus apprendre sur Mashiach ben Yosef que Mashiach ben David, puisque les sources de Mashiach ben David ont été répandues depuis des générations et des générations. Et ce qui manquait dans l'histoire, pour la plupart des Juifs, c'est Mashiach ben Yosef. Vous savez que si vous allez, par exemple, même encore aujourd'hui à Paris, et que vous voulez dire, je vais vous faire une conférence sur le Mashiach, ouais, et vous allez demander aux gens, c'est qui le Mashiach, ils vont tout de suite, tout le monde va tout de suite dire, oui, Mashiach ben David, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Et puis vous allez demander, il y a encore quelqu'un, il dit, non, ma putain, on ne connaît rien d'autre, il n'y a que ça. Donc, si vous voulez, c'est la Shavat Aveda, le Mashiach qui s'est perdu, qui a disparu et qu'il faut ramener, c'est le Mashiach ben Yosef. Donc on va apprendre sur les deux, mais il y a une plus grande importance pour nous à restituer cette double valeur du Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. La source que j'ai pas inscrite, mais qui est marquée dans le livre d'Ézéchiel, c'est que dans une des prophéties qui est une Haftara, on dit il y a deux arbres, tu vas prendre deux branches, sur l'une tu vas marquer Yehuda et tous ses amis, et dans l'autre Ephraim ou Yosef et tout Israël, et tu vas les prendre, Vayou le Achadim beyadecha, et ensuite Dieu dit Vayou le Achadim beyadi, c'est-à-dire que tu vas les unifier dans ta main et ensuite dans ma main. Donc il y a deux choses qu'on va apprendre dans le livre du Kolator. Le premier, qui c'est Mashiach ben Yosef, et le deuxième, c'est comment on va réussir à unifier Yosef et David ensemble, c'est-à-dire selon cette prophétie de Yecheskel. Ça, c'est le premier sujet dans l'introduction qu'on apprend. Le deuxième, c'est justement de savoir, dans l'absolu, quand tout sera réalisé comme il faut, ils seront unifiés. Mais dans le cycle, on pourrait dire, chronologique des choses, mais est-ce qu'ils vont arriver ensemble ou est-ce que l'un arrive en premier et ensuite le deuxième arrive après? Ça, de nouveau, on va l'apprendre dans le livre, mais dans l'introduction, je vais déjà vous le signaler parce que c'est important pour pouvoir rentrer dans le livre, c'est que il y a deux options qui sont marquées dans la Gemara de Sanhedrin, 10e chapitre Perek Chelek, qui parle de comment est-ce que la Géoula va arriver. Et elle dit comme ça, elle dit,
Ani Hashem Berita Achishena. C'est-à-dire, moi, Dieu, c'est de nouveau une parole de Yeshayahu, si mes souvenirs sont bons, en son temps, je vais l'accélérer. C'est-à-dire que la venue messianique sera en son temps accélérée. Alors, ça veut dire quoi en son temps accéléré? Si c'est en son temps, c'est pas accéléré. Si c'est accéléré, c'est pas en son temps. Et donc, la Gemara dit, oui, si jamais Israël est méritant, alors le Mashiach peut venir à n'importe quel moment, lorsque les mérites d'Israël font qu'ils sont suffisants, on pourrait dire, pour que l'histoire pré-messianique soit terminée et que les temps messianiques arrivent. C'est-à-dire, si jamais on a réussi, si un capital a amassé, disons, de 1 million de shekels, c'est-à-dire le jour où tu l'as amassé, alors on peut acheter la maison. Donc c'est la même chose, si jamais on a le capital qu'il faut, alors on peut retourner à la capitale, à Jérusalem. Donc ça s'appelle Achishena, ça va être accéléré. Et puis si jamais on n'a pas réussi à amasser le capital, alors est-ce que le Messie ne viendra jamais jusqu'à ce qu'on l'amasse? Et donc on sera à la masse et puis ça va prendre le temps que ça va prendre? Non. Il y a un secret de la Géoula qui dit qu'il y a un temps, Berita, en son temps. Et donc la Gemara dit Zachu Achishena, Lo Zachu Beita. C'est-à-dire si on est méritant, le Messie peut venir n'importe quand. Et si on n'est pas méritant, il viendra en son temps, ce qu'on appelle chez les Goïms le deadline, et chez nous on appelle ça the lifeline. D'accord? C'est le temps de la triade, de la résurrection. Donc il y a un temps comme ça, et qui est connu par Dieu, et qui est un secret, mais qui est connu par la tradition, qui est le temps qui doit venir obligatoirement, même si jamais on n'est pas assez méritant. Machal va Madavardomé, quelqu'un qui doit passer son bac, et puis il coule, il n'a pas de bac, et donc chaque fois, il réussit pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça marche pas, et puis donc on peut lui dire, bon, tu n'auras jamais ton bac, va faire autre chose. Non. Dans l'histoire, Hachem dit, si tu réussis pas jusqu'à 40 ans, à 40 ans, tu reçois par la poste le bac délivré parce que le moment du bac est arrivé. Et donc, ça, c'est la manière dont Dieu dirige son monde. Si jamais les opportunités, grâce au mérite du progrès de l'histoire d'Israël arrivent, alors le Mashiach peut arriver peut-être pas à n'importe quel moment, mais il y a des occurrences, des stations possibles. Et puis si jamais ça n'arrive pas, alors il y a une station où ça arrivera de toute façon Beïta. Ça, c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Et qu'est-ce que rajoute le Gaon de Vilna? Il dit comme ça, si jamais la Géoula vient par mérite, à ce moment-là, le premier Mashiach qui vient, c'est Mashiach ben David. Et si jamais, et il explique comme ça la Gemara, on le verra, Bezrat Hashem, et si jamais le Mashiach n'arrive pas par mérite, mais par défaut du temps où c'est arrivé, alors le premier Mashiach qui va arriver, c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'appellera Mashiach de Atralta, le Mashiach du début. C'est-à-dire tout d'abord ben Yosef, et ensuite ben David viendra pour s'associer. Pourquoi? On va l'étudier. C'est-à-dire que ça fait partie de l'enseignement du Gaon de Vilna dans Kolator. Mais pour répondre à pourquoi, il faut connaître le profil d'identité de chacun des deux. Et à ce moment-là, ça devient logique. Pour l'instant, on est dans les axiomes et non pas dans l'explication des choses. Donc, malgré tout, pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que du coup, le Gaon de Vilna a dit, maintenant, de mon temps, je sais que le temps, on est rentré dans le temps du deadline, du lifeline, c'est-à-dire du moment où ça doit arriver de toute façon. Et puisque je sais qu'il n'est pas arrivé avant, il n'arrive que maintenant, alors je sais qu'il faut enseigner la Torah du Mashiach ben Yosef, puisque c'est comme ça qu'on va identifier la Géoula. C'est-à-dire, tout d'abord, on va dire quelle est la carte d'identité de Mashiach ben Yosef, c'est qui il est, et quand je saurai qui il est, alors je comprendrai comment est-ce que la Géoula va arriver quand j'anticipe en étudiant, ou bien lorsque je regarde ce qui arrive au moment où, comme nous, on a la chance de voir que les choses, elles arrivent, je ne pourrai l'identifier comme Géoula que si j'apprends que ça s'appelle une Géoula, c'est parce que je sais que c'est une Géoula dans l'identité Ben Yosef. La raison pour laquelle les Haredim ne voient pas la Géoula, c'est parce qu'ils n'ont pas de Torah de Mashiach Ben Yosef, ils attendent le Mashiach Ben David. C'est comme si tu as fixé rendez-vous avec le Mashiach
il s'appelle Jules, et puis toi, tu as décidé qu'il s'appelle Martin. D'accord? L'homme est chané. D'accord? Quand il arrive, tu lui demandes comment il s'appelle, il te dit je m'appelle Jules. Alors tu dis non, désolé, mon chidour, je n'ai pas rendez-vous avec lui, j'ai rendez-vous avec Martin, donc j'attends Martin. Et Jules te dit mais c'est moi le Messie, c'est moi ton chidour. Et tu dis non, 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 parce que j'ai étudié les textes, il s'appelle Martin. Et du coup, tu rates le coche. C'est-à-dire tu es tellement dans le coche R que tu erres jusqu'à ce que le Mashiach ben David arrive. Et donc, tu n'es pas capable d'identifier. Donc, vous voyez qu'il y a urgence, d'après le Gaon de Vilna, d'enseigner cette Torah, parce que enseigner la Torah du Mashiach ben Yosef, c'est enseigner la Torah de la Geoula lorsqu'elle vient Be'ita en son temps. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de concilier ce qu'on vit et la Torah qui nous explique ce qu'on vit. Donc, en analyse de ce qui est déjà arrivé et en prédiction de ce qui est appelé à arriver dans le futur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que on doit étudier la Torah du Mashiach ben Yosef et entre autres le texte du Gaon de Vilna dans Kolator. Alors, est-ce que le Kolator, troisième point, on est au troisième point, est-ce que le Kolator a été écrit par le Gaon de Vilna lui-même? Non. Le Kolator n'a pas été écrit par le Gaon de Vilna, il a été écrit par son élève qui s'appelle Rav Hillel de Shklov. C'est-à-dire son élève qui s'appelait Rabbi Hillel de Shklov. Alors, pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna a enseigné les choses, mais il l'a pas, il les a enseignées, mais par oral. Et il a transmis à ses élèves, et ses élèves qui ont enseigné, et c'est ce qui va faire tout le problème du Kolator. C'est-à-dire que comme c'est un livre qui a été consigné par oral, alors il y a des choses qui vont être notées autre part, par d'autres enseignants, et aussi on n'a pas en fait tout le Kolator. C'est-à-dire peut-être que si c'était le Gaon de Vilna qui l'avait écrit de ses mains, alors peut-être que ça aurait été mieux gardé, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, il faut savoir que c'était le fils du cousin, c'est-à-dire c'est un petit neveu du Gaon de Vilna qui a écrit le Kolator, Rabbi Hillel de Shklov. C'est quoi Shklov? C'est une ville qui se trouve, une petite ville en Lituanie qui se trouve à côté de Vilna. J'ai pas regardé sur la carte où c'était, mais en tout cas, c'est là où étaient la famille et les élèves, la plus grande partie de la famille des élèves du Gaon de Vilna qui ont formé ce qu'on appelait les Talmidei Hagra, les élèves du Gra, qui sont montés en Eretz Israël. Et c'est parce que c'est ces élèves qui sont montés en Eretz Israël, dont Rabbi Hillel de Shklov, Rivlin, d'ailleurs il faut donner son nom de famille, il s'appelle Rivlin. Vous connaissez ce nom puisqu'on a eu un président, Reuven Rivlin, qui est un descendant direct de Rabbi Hillel de Shklov. La famille Rivlin est une des plus grandes familles ashkénazes en Eretz Israël, et pas pour rien, parce qu'ils n'ont pas été décimés ni par les pogroms de Kishinev, ni par la Shoah, puisqu'ils étaient tous les descendants Rivlin, qui sont montés en 1810-1811 comme élèves du Gaon de Vilna. Donc, comme ils sont restés en Israël, ils ont pu avoir la chance de se multiplier, Baruch Hashem. Et donc, c'est cette famille Rivlin qui sont les descendants du Gaon de Vilna qui vont aussi éditer l'édition hébraïque du Kolator que vous avez ici devant vos yeux, le Kolator, édité par Rav Yosef Rivlin, un des descendants de Rav Hillel Rivlin de Shklov. Alors, malgré tout ce qui est marqué dans les livres, c'est toujours j'ai entendu de mon maître, j'ai entendu de mon maître, j'ai entendu de mon maître, le Gaon de Vilna. Donc, on va toujours dire dans notre étude ainsi qu'a dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire quand on étudie le Kolator, on étudie l'enseignement du Gaon de Vilna consigné par le Rav Hillel Rivlin de Shklov, mais c'est pour nous, quand on étudie, c'est l'enseignement fidèle du Gaon de Vilna. Alors, quatrième point, qui est le Gaon de Vilna. Comme vous le savez tous, et que ceux qui le savent pas peuvent le trouver facilement partout où il y a énormément, j'ai à la maison au moins 3 livres de biographie du Gaon de Vilna, et puis aujourd'hui, dans l'internet, vous trouvez ça facilement, surtout en hébreu. Mais en tout cas, donc, je vais vous signaler quelques grandes lignes qui nous concernent. Le premier, c'est que le Gaon de Vilna, il est né en 1720, il a vécu 77 ans, donc il est niftar en 1799. Oui, c'est ça.
Ouais, non, 1797, pardon. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, pour nous, c'est une personne qui fait partie, dans nos repères Goy, de l'histoire du XVIIIe siècle juif dans le monde ashkénaze. Et où est-ce qu'il habitait, le Gras? Vilna. À Vilna, Yafé Melchazak Baruch. C'est ça qui s'appelle le Gaon de Vilna. Je vous signale seulement que pour les Sfaradim, il s'appelle le Gras, à Gaon Rabbi Eliyahu, que pour les Ashkenazim, il s'appelle le Gros, et que je me suis tout le temps demandé, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit gros ou gras? Mais en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Le Sachakol, c'est la même chose. C'était quelqu'un de grand, pas de gras, mais de grand, c'est-à-dire un Gaon Rabbi Eliyahu, et il est considéré, c'est pas par hasard, c'est en gros le seul Chacham dans le monde ashkénaze qu'on a appelé à l'époque un Gaon. C'est-à-dire les Géonim, c'est une période, les Géonim qui étaient en Babylone, mais après ça, donner un nom de Gaon, à l'époque c'était un titre, c'était le Rosh Yeshiva, ou le dirigeant religieux disons de l'exil, du judaïsme de Babylonie. Mais après ça, on ne dit pas à Gaon Rashi, on ne dit pas à Gaon Rambam, on ne dit pas à Gaon Khatam Sofer, on ne dit pas à Gaon Rabbi Akiva. C'est-à-dire ce titre de Gaon n'a été donné, pour autant que je sache aujourd'hui. On dit à Gaon Zé, à Gaon Zé, à Gaon Zé, mais bon, c'est ce qu'on appelle en bon hébreu de Shigaon. Mais en gros, ce titre de donner un Gaon, ça ne se faisait pas. On ne le donnait pas, et on l'a donné au Gaon de Vilna parce que c'est une personnalité au niveau de génie exceptionnel. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, par exemple, il a fini le chasse à 8 ans, à 9 ans, à 7 ans, je ne me souviens plus, je n'ai pas repris la biographie, mais en tout cas, il a fini d'étudier toute la Torah, il a fait un siyum, Kol la Torah Kula, je crois, à 17 ans, à 18 ans. Ça veut dire quoi, Kol la Torah Kula? Qu'il avait tout appris, c'est-à-dire Torah, Mishnah, Gemara, Poskim, Kabbalah, Zohar, Midrashim. Il avait étudié tout ce qui était écrit, on pourrait dire, dans les écrits d'origine, et il connaissait tout par cœur. C'est-à-dire, donc, il était déjà depuis le début. Et le Gaon de Vilna a passé son temps à étudier la Torah. Il a dit une fois qu'il avait calculé en minutes le temps de Bitul Torah qu'il avait eu pendant toute sa vie. C'est-à-dire le temps où il n'avait pas été bien entendu, il dormait, il mangeait, mais il dormait 2 heures, je crois, la nuit. Et il était enfermé dans sa chambre et il étudiait la Torah, Yomam Valala, jour et nuit. Et donc ça, c'est la grandeur, mais pas Stam qu'il étudiait, il connaissait et il a enseigné et il a écrit. Alors, il est le fondateur d'un mouvement moderne qui s'appelle le mouvement des Lituaniens, des Litaïm, ou des Mitnagdim. En ashkénazite, les Mitnagdim. Et c'est pas par hasard, parce que il s'appelle les Mitnagdim, les opposants, parce que le Gaon de Vilna s'est opposé à la Torah Chassidut. Ceux qui connaissent bien Chabad savent qu'il s'est opposé au Admor Hazaken, qui était 2 générations après le Baal Shem Tov et qui était contemporain du Gaon de Vilna. C'est-à-dire le Baal Shem Tov était avant le Gaon de Vilna, mais par contre l'Admor Hazaken, celui qui a fondé Chabad, était contemporain, et les oppositions ont été tellement terribles que c'est ce qui a fait que le Admor Hazaken a été incarcéré dans les prisons du Tsar et aussi libéré. Vous connaissez, il y a toutes les fêtes de Chabad qui fait tout ça, mais en tout cas il y a eu une opposition extrêmement violente entre les deux et qui a fait que le monde ashkénaze oriental s'est séparé en gros en deux depuis cette époque-là, les chassidim et les mitnagdim, c'est les opposants à la chassidut. Et le fondateur des mitnagdim, les opposants à la chassidut, c'est le Gaon de Vilna lui-même. Maintenant, pourtant, dans le monde lituanien, on l'appelle Agaon Chassid Rabbi Eliyahu. On l'appelle chassid. Parce qu'on peut être chassid comme ça, on peut être chassid comme ça. Chez les chassidim du Baal Shem Tov, on aime bien manger, boire et se réjouir. Par contre, le mouvement du Gaon de Vilna, c'est un mouvement qui est plus rigoureux, les Lituaniens, on pourrait dire plus ascétique, et c'est pour ça que Manitou disait que lui, c'était le fondateur du mouvement du chassid ascétique. Et donc, le Gaon de Vilna, ça c'est un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire, en gros, c'est fini. Ce qui est important, et c'est pas du tout le sujet de notre cours, mais par exemple, le Manitou, non pas Manitou, le Rav Kook,
en a parlé. Ce qui est important, c'est de savoir que chacun des deux mouvements a amené quelque chose d'énorme au judaïsme. C'est-à-dire que c'était tous les deux des mouvements, en gros, révolutionnaires. Pourquoi? Parce que le temps voulait, d'ailleurs, vous savez que c'était aussi l'époque des philosophes, des encyclopédistes, c'est ça, en Europe occidentale. C'est-à-dire c'est un moment qui était les germes des mouvements révolutionnaires, de la démocratie, de la libération, on pourrait dire, depuis la Renaissance, de l'emprise chrétienne sur le monde occidental qui a permis le développement qu'on connaît aujourd'hui. Alors en parallèle à ça, il faudrait étudier pourquoi, mais il y a en Europe orientale, dans le monde juif, vous avez deux mouvements énormes qui se développent, qui sont la Chassidut du Baal Shem Tov et le mouvement du coup des Lituaniens, des Mitnagdim, le mouvement en fait des élèves du Gaon de Vilna. Donc le Gaon de Vilna est une personnalité exceptionnelle qui font quelque chose d'exceptionnel. Et ce que tout le monde connaît de lui, c'est le fait qu'il a fondé le mouvement des yeshivot lituaniennes. La première grande yeshiva, elle s'appelle Vologine, et elle était fondée par son élève attitré au niveau yeshivati qui s'appelle Arav Chaim de Vologine, le Reb Chaim le Nefesh HaChaim, qui a écrit le livre du Nefesh HaChaim. Et c'est une des grandes révolutions. La preuve, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, d'une certaine manière, que tout le mouvement, disons 80%, 90% du mouvement de la manière d'étudier dans les yeshivot dans le monde, que ce soit Ashkenaz, Sfarad, etc., de manière générale, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront non, c'est pas vrai, il y a la yeshiva de Kisei Rachamim, qui est selon la tradition, de Djerba et de Tunisie. Et c'est vrai, et puis il y a un petit peu, mais il y a une mainmise, si vous voulez, sur la manière d'étudier, qui est le signe d'une réussite, d'une certaine manière d'étudier, qui est le système lituanien. C'est-à-dire même dans les yeshivot séfarades, et même dans les yeshivot israéliennes, si vous voulez, les yeshivot sionistes, en gros, le système d'études est basé, et la manière d'étudier et les sources d'études sont quand même basées sur la tradition lituanienne qui a été inventée, on pourrait dire, ou qui a été inaugurée par le Gaon de Vilna et de ses élèves. Donc c'est une première révolution du Gaon de Vilna et c'est celle qui est la plus connue. C'est celle qui, si vous voulez, au niveau du mouvement politique, c'est le mouvement politique du côté Haredi, comment on appelle ça? L'homme chané, c'est les grands rabbins que vous connaissez, le Steipeler et le Chazonich, etc., et le Rav Eliashiv et tout. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui n'est pas du tout connue, en tout cas... C'est Yahadut HaTorah? Voilà, Yahadut HaTorah, Toda Rabba. Mais il n'y a pas que, hein, ça je vais l'expliquer dans 2 minutes. Le deuxième mouvement qui est sorti, la deuxième chose qui est sortie du Gaon de Vilna et qui est beaucoup moins connue, c'est que le Gaon de Vilna, de tout ce qu'il a écrit, il y a plus de 80% de ce qu'il a écrit, ils sont des écrits de Kabbalah. C'est-à-dire que les gens dans la rue pensent que l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est le pilpoul yeshivati. Or, le Gaon de Vilna était anti-pilpoul. On se demande comment est-ce qu'il a pondu cette pilpoul, mais en tout cas, le Gaon de Vilna, l'essentiel de sa Torah, c'est une Torah qui est une Torah ésotérique, une Torah de Kabbalah. Alors, comme d'habitude, comme c'est des écrits de Kabbalah, dans la rue, les gens ne le connaissent pas. Et dans les stéréotypes, on n'en parle pas tellement. Mais le Gaon de Vilna est un des plus grands Mekubalim contemporains. Bien entendu, toujours dans la tradition lourianite, c'est-à-dire qui transmet la tradition du Ari Akadosh, c'est-à-dire de la Kabbalah telle qu'elle est transmise dans tous les milieux aujourd'hui, mais avec une certaine direction qui est la même direction que le Ramchal, qui va être aussi la direction du Rav Kook et du Leshem Shuvah Lama, c'est-à-dire une certaine manière de transmettre la Kabbalah. Il y a 3 grands mouvements, la Kabbalah Sfaradite, la Kabbalah Chassidite et la Kabbalah du Ramchal, et dans lequel s'inscrit aussi la tradition du Gaon de Vilna. Alors ça, c'est la deuxième grandeur. Et la troisième, qui est encore moins connue, parce qu'elle est effacée des mouvements qui se réclament tous du Gaon de Vilna, du Gra du côté lituanien, c'est-à-dire des Mitnagdim actuels, pas des Mitnagdim de l'époque, c'est le fait que le Gaon de Vilna est un révolutionnaire au niveau du processus de la Géoula, et c'est ça qu'on étudie, c'est le Kolator. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna va fonder un mouvement sioniste, qui est ce qu'on appelle le sionisme du Gra, et celui-là,
c'est aussi le Gaon de Vilna. Comme chaque chose, quand quelqu'un il est Gadol Israël, il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de révolutions. Le Rambam a fait beaucoup de révolutions, c'est-à-dire le Baal Shem Tov a fait beaucoup de révolutions et le Gaon de Vilna a fait beaucoup de révolutions. Alors donc, en gros, il y a trois révolutions, disons trois chidushim. Le premier, c'est au niveau du Niglé, c'est la Shita Talimoud des lituaniennes. Le deuxième, c'est au niveau du Nistar, qu'il a développé une Torah qui est celle du Ramchal et qu'il a encore développée. Et le troisième, c'est le sionisme. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna a commencé un nouveau mouvement sioniste que vous ne connaissez pas pour ceux qui n'ont pas encore étudié ce genre de choses, qui s'appelle le mouvement du sionisme agré. Alors, qui sont ses élèves là-dedans? Le Rav Kook, qui est son plus grand élève. C'est-à-dire c'est le Rav Kook qui est le plus grand continuateur, successeur du Gaon de Vilna dans ces trois choses ensemble. C'est-à-dire la Torah Taniglé, le Rav Kook a fondé une yeshiva qui s'appelle Merkaz Harav, qui est devenue aujourd'hui des centaines de mosdot de Torah, des yeshivot, de midrashot, de mechinot en Eretz Israël, qui sont toutes la suite de la Torah du Rav Kook, qui est lui l'élève qui a étudié à la yeshiva de Vologine chez le Nativ, Rav Naftali Tzviuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva, de la yeshiva de Vologine, qui est la yeshiva, qui est la Ema Yeshivot, la yeshiva fondatrice de ce mouvement des yeshivot. Après, vous avez aujourd'hui Merkaz Harav, Chevron, Shavé Chevron, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, des dizaines de yeshivot dans le monde entier. Oui, en dehors d'Eretz Israël aussi, vous avez l'Écoute, si vous voulez chercher aux États-Unis. Il avait une double origine, hein, Laurent. Il était de deux côtés. Il était à la fois du côté Litvak, il était aussi du côté Chassid. Il avait dans ses oreilles. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais comme maintenant je suis dans le Collator, Ouais. je ne sais pas plus de l'autre côté, mais je suis d'accord avec toi, Marc. C'est-à-dire le Rav Kook, du côté de sa mère, il est Chabad, du côté de son père, maintenant, du fait qu'il étudie à Vologine, il est le détenteur de la tradition graïque. C'est ça que je veux dire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a qui voudraient lui prendre et lui refuser même cette tradition. Alors je le dis de manière claire, c'est-à-dire il fait partie de ceux qui ont transmis cette tradition authentique, justement parce qu'il est en même temps le lituanien du Niglé, c'est-à-dire de la tradition, qu'il a transmis dans toutes ces mozotes, comme je l'ai dit, qui ont commencé par les yeshivas qu'il a fondées en Eretz Israël, celle qui s'est développée, il y en a d'autres, il en a fondé aussi avant, une à Yafo, mais celle qu'il a fondée, qui s'est vraiment développée, c'est la yeshiva de Merkaz Harav, qui aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, toute la tradition qui continue ça. En même temps, parce qu'il a transmis dans son enseignement ésotérique, Orota Kodesh et tout ce qu'il a transmis, la tradition graïque, bien entendu, comme tu dis Marc, en intégrant dedans aussi la tradition chassidique, et troisièmement, pour l'essentiel pour nous, parce que lui, c'était un sioniste des élèves du Gra. C'est-à-dire, si le Rav Kook était sioniste comme il était sioniste, c'est pas parce qu'il était sioniste de Herzl, c'est parce qu'au moment de Herzl, il était sioniste de la tradition qu'il avait reçue de ses maîtres, qui était la tradition de Gra. Est-ce qu'il était le seul? Non, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Par exemple, vous avez entendu parler du tzaddik Yerushalmi Rav Aryeh Levi, qui était le mashgiach de la yeshiva de Etzraïm à Jérusalem, à Machen Yehuda. C'est-à-dire qu'il n'existe plus à Machen Yehuda, qui existe toujours, mais depuis ils font autre chose là-bas, dans le Nadlan. Mais en tout cas, le Rav Aryeh Levi faisait partie de la même tradition, et d'ailleurs, il avait le même genre de Torah. C'était tous des vrais sionistes. C'est pas parce qu'ils étaient habillés avec un streimel, un chapeau noir et des manteaux noirs que c'était des orthodoxes anti-sionistes, pas du tout, ils faisaient partie le même. Et encore, vous avez par exemple le Rav Friedlander, qui était le mashgiach, le premier mashgiach de Ponievitch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est pour ceux qui étudient le Ramchal, les écrits de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'édition classique du Ramchal, qui était bien entendu, parce que jusqu'à ces dernières dizaines d'années, qui pouvait étudier le Ramchal, vu que les livres n'étaient pas tellement édités, comme le Maharal, comme le Gaon de Vilna. Tout le renouveau vient aussi du fait que ces livres ont été réédités et rediffusés en grande diffusion. Alors, qu'est-ce qui a diffusé l'enseignement du Ramchal? C'est le Rav Friedlander, Reb Chaim Friedlander, le mashgiach de Ponievitch. C'est l'édition verte. Vous savez, les écrits du Rav Kook, c'est le chasse à la vanne, et les écrits du Ramchal, c'est le chasse à Yarok. C'est un Kav Yarok Mehadef Hadashim, c'est-à-dire tous ceux qui veulent savoir, et si vous voulez savoir qui l'a édité, c'est Rav Chaim Friedlander de Bnei Brak. Et le Rav Chaim Friedlander a aussi édité en 1969 la première nouvelle édition avec diffusion du Collator.
Et il a écrit une introduction que on va pas lire, mais que je vous transmettrai puisque je l'ai mis en copy-paste dans la feuille que j'ai pas ouverte ce matin ou tout à l'heure. C'est-à-dire la feuille, on va pas le lire, mais je vous signale, je vous l'enverrai. Vous l'aurez vous pourrez le dérouler, Bezrat Hashem, je vous le mettrai dans le site, et je vous l'enverrai. L'introduction de Reb Chaim Friedlander au Collator. C'est-à-dire donc il faut savoir que il y a en fait il y a dans les gens qui transmettent l'enseignement du Collator, il y a deux mouvements. Le mouvement sioniste religieux du Rav Kook, bien entendu après de Manitou et tout pour les Français, et il y a le mouvement sioniste Haredi qui s'appelle les Talmidei Agra, qui habitent à Shaarei Chesed, qui habitent à Jérusalem, qui habitent à Bnei Brak, et qui sont sionistes et qui transmettent aussi cet enseignement. Ce qu'il y a, c'est que cette faction-là sont entrées dans le mouvement de Rav Kook, c'est un mouvement sioniste religieux de manière générale, leurs enfants, ou en gros sont en voie de disparition malheureusement. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas intégré comme le Rav Kook, le mouvement de Rav Kook, alors ils existent justement, le Rav Eliashiv ou le Leshem Shovovach Lamed, etc. Par exemple, le Rav Zil Berman qui a des Talmudei Torah à Jérusalem dans la vieille ville, font partie de ce mouvement qui est petit, parce qu'il est critiqué et puis qu'il est dépassé en fin de compte, qui a été, disons, il a même été dépassé de manière très forte par le mouvement Haredi antisioniste. Je vous donne un exemple. Oui, le Rosh Yeshivat Collator, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on fait partie de ce mouvement. C'est-à-dire, c'est pour ça que, et c'était en gros, comme j'ai dit avec Reb Chaim Friedlander, c'était une faction de la Goudat Israël qui était complètement sioniste, qui était connue en 48, etc. Par exemple, le père de Rav Moshe Bochko, ça c'est un exemple intéressant. Son père, le Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, c'était partie de ce mouvement. Il était sioniste de la Goudat Israël. Et puis quand après la Goudat Israël s'est radicalisée de manière moins, alors où il y en a qui se sont radicalisés ou qui sont passés comme son fils Rav Moshe Bochko, son petit-fils Rav Shaul David, Mori et Rabbi pour les deux, qui sont rentrés dans le mouvement sioniste religieux. Donc en fin de compte, il y a une espèce malheureusement de disparition de cette Agudat Israël qui était les Talmidei Agra, qui était déclarés sionistes, mais à leur manière. C'est-à-dire, aujourd'hui, en gros, c'est ce qu'on appelle les mouvements Chardal. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est ça. Ouais, il y en a beaucoup à Dijon, le Chardal de Dijon, mais il y en a surtout beaucoup en Eretz Israël. Il existe. C'est-à-dire, ce n'est pas des Talmidei Rav Kook, c'est des Talmidei Agra qui sont Haredi Loumi, ils existent, ils sont importants, mais ils sont moins importants au niveau sociologique. Je peux demander quelque chose, Rav? Oui, bien sûr, mais c'est Mcha Rabba. Est-ce que tu peux dire quelques mots comme ça, vite fait, au moins, sur les élèves du Graal là, qui ont fait l'Alia, qui ont cette aventure incroyable? Je vais le dire. D'accord, okay. Ça fait partie du programme et je vois qu'il tire à sa femme, et oui. Donc, juste que vous compreniez, comme dans le monde séfarade, vous avez plein de grands Gdolei Israël, même dans le monde ashkénaze, qui étaient des sionistes, mais qui n'étaient pas Rav Kook, qui étaient à côté. Alors, de nouveau, il y a aussi à côté, mais de manière générale, si vous voulez, le Rav Kook, c'est quand même celui qui a continué. J'ai sauté, Marc, je vais revenir dessus, toute l'historique de ces Talmidei Agra eux-mêmes. C'est-à-dire qui étaient déjà en Israël depuis 1800 et quelques, le début du 19e siècle. Le Rav Kook n'en fait pas partie. Le Rav Kook, il est venu en Eretz Israël que dans les années 1910-1920, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Il fait pas partie de cette famille ou de ce mouvement-là. Il fait partie du mouvement idéologiquement, mais pas de ceux qui étaient là, qui l'attendaient déjà en Eretz Israël. Maintenant, justement, je passe au fait que le Rav Kook a continué à enseigner l'enseignement du Mashiach ben Yosef. Et il a enseigné dans un texte qui est très célèbre, qui s'appelle Amisped Birushalayim, qui est l'oraison funèbre du Rav Kook, de Herzl, de Binyamin Zev Herzl, quand il est décédé. Et ce texte, donc, on a ici, si vous voulez, une continuation. Alors, quand on finira le Collator, on étudiera le Misped. C'est-à-dire, c'est un texte important, mais j'y ferai référence dans le Collator. Pourquoi? Parce que le Collator est beaucoup plus vaste au niveau de la base de qui est le Mashiach ben Yosef que Rav Kook. Rav Kook a pris une option parmi tous celles qui sont exprimées dans le Collator et il a plus développé, qui était le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et comment on fait l'unité entre les deux. J'y ferai référence quand on arrivera au texte dans le Collator, qui est la base de l'enseignement de Rav Kook. Mais pour nous, c'est un texte fondamental. Il n'est pas long, c'est 4 feuilles, 4 pages,
2 pages, c'est-à-dire 4 feuilles, Arba Amoudim, il est en fondamental. Maintenant, dans cette Ishtal Shelou, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le fait que Manitou a enseigné, je ne sais pas combien il a enseigné le collator. Tout d'abord, parce que c'est un problème, jusqu'en 69, il n'y avait pas le collator. Donc, il ne pouvait pas enseigner un texte qui n'existait pas. Et même après 69, je ne sais pas personnellement combien Manitou. Mais Manitou, par contre, a enseigné le Mispet, c'est-à-dire le texte du Rav Kook sur Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et c'est pour ça qu'on a un livre qui s'appelle Mispet de la Mashiach en hébreu, un livre de Manitou, un des premiers livres, je crois que c'est le premier livre qui est sorti en hébreu de l'enseignement de Manitou, dans lequel il y a 3 articles. Et le premier des 3, c'est l'explication de Manitou sur le Mispet. Donc, si vous voulez, vous avez ici 3 livres importants. Le premier, le Collator. Le deuxième, le Mispet de Rav Kook. Et le troisième, le livre de Manitou, pour ceux qui lisent en hébreu, qui sont, en fin de compte, une référence de toute cette Torah avec les commentaires de Manitou sur ça. Donc, on a les Manitou, on a Rav Kook et on a le Gra. Pour continuer, je vous signale une chose importante, c'est que vu que toutes les sources sur le Mashiach ben Yosef, en gros, à part 3-4 midrashim dans le Niglé, c'est des sources ésotériques, c'est des sources de Kabbalah, et il y a des raisons pour ça. Donc, le Gaon de Vilna dans le Collator, il tient un langage qui est kabbaliste, d'accord? C'est pas des textes comme son commentaire sur le Sifra de Tzniuta qui demande à être versé dans la Kabbalah pour l'étudier, mais c'est quand même sa manière de parler est kabbalistique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Manitou, il ne voulait pas l'enseigner dans le texte, bien qu'il a bien enseigné Shar et Ora, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut un tout petit peu connaître quelques notions de Kabbalah pour pouvoir comprendre le texte du Gaon de Vilna. C'est la raison pour laquelle, dans la mesure où c'est pas trop compliqué en Kabbalah, je me dis que ça me permet de vous enseigner des choses et que vous ne pouvez pas les étudier tout seul, donc vous avez besoin de moi. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à maintenir son public, parce que on peut leur donner des choses qu'ils ne savent pas tout seuls. Donc, grâce au fait que le Gaon de Vilna, il a parlé un langage un peu kabbalistique, grâce à ça, vous êtes obligé d'écouter les cours, sinon il y a des chances que vous ne comprendrez pas tout dans le livre lui-même si vous le lisez de par vous-même. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer, vous pouvez essayer, mais juste je vous préviens que vous avez intérêt à suivre les cours. Voilà, ensuite, le point important, c'est que comme le Gaon de Vilna ne s'est pas trompé, c'est-à-dire que dans son analyse du fait qu'on était arrivé dans un temps qui s'appelait Beïta, et que dans ce temps, le premier Mashiach sera Mashiach ben Yosef, et que dans sa chokhma extraordinaire et dans son inspiration divine, le Gaon de Vilna a su traduire les choses qui étaient dans ces textes pour en faire un système de Géoula. Ce qui est incroyable, c'est que la réalité colle à ce qu'il a dit. D'accord? C'est-à-dire, comme disait Rav Kook une fois, la célèbre phrase qu'on lui a demandé, mais pourquoi tu es sioniste? Il a répondu, mais moi je suis sioniste parce que Dieu est sioniste. C'est-à-dire qu'il y a plein d'options comment la Géoula pourrait venir, mais quand je vois ce qui se passe, je comprends que lui, Dieu, a décidé que c'est comme ça que ça se passait, et que pour bien le comprendre, pour voir ça, il faut apprendre la Torah du Mashiach ben Yosef, et donc c'est bien, c'est pas mal d'étudier le Colador, parce que, comme je vous ai dit, c'est un livre entier. C'est pas seulement 4 feuillets chez Rav Kook ou un petit des expressions chez Manitou, c'est vraiment une Torah qui est vraiment organisée, qui est construite. Donc c'est pour ça que je vous fais de la publicité. Je vous dis que ça vaut le coup de étudier ça, parce que vous allez lire l'actualité à condition d'être capable de traduire un petit peu le langage du Gaon de Vilna. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là j'en viens à ce qu'a dit Marc, le Gaon de Vilna ne s'est pas seulement contenté d'enseigner, il l'a transmis à des élèves, et il leur a dit maintenant, non seulement je vous le transmets pour que vous le connaissiez, mais pour que vous le réalisiez. C'est-à-dire que ce n'est pas une Torah théorique, c'est une Torah qui, dès l'époque du Gaon de Vilna, était exprimée comme une Torah pratique. C'est-à-dire, il disait, je te donne les fondements de comment la Géoula doit être, et donc tu vas le faire. Par exemple, que tu vas monter en Israël avec une pioche sur ta valise, c'est-à-dire ils avaient un sac à dos, et sur le sac à dos des Talmidei Agra, quand ils sont montés, ils avaient une pioche, parce que la première chose qu'il faut faire, on le verra dans le livre, c'est de commencer à travailler la terre. C'est-à-dire la deuxième chose, c'est de monter une armée qui s'appelait la Guardia. Oui, vous connaissez à Tel Aviv la Guardia, et la Guardia, elle était la première, elle était montée par les élèves du Gaon de Vilna. Troisième chose, de racheter les terres. Quatrième chose, etc., enseigner cet enseignement. C'est-à-dire que
la Torah du Kol HaTor, c'est une Torah opérative. C'est un Shulchan Aruch, comment est-ce que on amène la Géoula de manière précise. Ça a une influence énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sionistes laïcs ont volé ont volé au Gaon de Vilna le privilège d'être le premier sioniste. C'est-à-dire, les premiers sionistes sont pas ceux qui sont montés avec les Bilouim à la fin du 19e siècle, c'est ceux qui sont montés c'est-à-dire les élèves du Gra qui sont montés au début du 19e siècle. Et j'ai pas stam dit que c'était volé, parce qu'à l'école, on vous l'enseignera jamais. Même pas dans les écoles religieuses. Bien qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce qu'on appelle les Talmidei Agra, Aliyah Rishona, la Aliyah des Talmidei Agra, la Aliyah des élèves du Gra, mais ça n'est pas raconté. Par exemple, ce que demandait Marc, quand les élèves du Gra, qui n'étaient que très peu, c'est-à-dire la première c'était 17 personnes, 5 personnes, 20 personnes, 30 personnes, sont montés en Israël. Et la raison pour laquelle on avait si peu, c'est que El Al n'existait pas à l'époque, même pas pour $1000 le billet, on ne pouvait pas faire son aliyah en avion, le chemin était pavé d'embûches, et quand tu arrivais en Israël, tu étais dans un pays ottoman qui était corrompu, dans lequel il y avait des maladies, de la corruption, des dangers, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Alors, quand les élèves du Gra arrivent à Jérusalem, combien ils trouvent de gens à Jérusalem? 20 Sefaradim et 7 Ashkenazim. C'est-à-dire, et on est au début du 19e siècle. C'est-à-dire, quand on vous raconte que déjà au 19e siècle, il y avait beaucoup de Juifs à Jérusalem et qu'ils étaient même la majorité, on vous parle de la fin des années 1850, 1860. Mais comment c'est arrivé? Que grâce aux élèves du Gaon de Vilna. Est-ce que quelqu'un une fois vous a raconté qui a construit les premières Shrunot en dehors de la vieille ville de Jérusalem? Est-ce que vous êtes allé dans un musée, vous êtes allé dans un cours de Yad Yitzhak Ben-Tzvi, on vous le raconte. Alors on vous racontera toujours le même mantra, que c'est qui? Johan, qui est-ce qui les a fait? Il y a Rivlin. Ah voilà, toi tu le sais. Mais en général, on nous racontera que c'est le moulin de Montefiori, etc., que c'était les premiers. Et on ne vous raconte pas que c'est les élèves du Gra, au nom du Kol HaTor et au nom du Torah Takara, c'est Rav Yosef Rivlin. Quelle était sa chita? C'est très simple, c'est la chita des Mahachazim aujourd'hui. Je vous raconte, c'est marqué, vous le verrez dans l'introduction que je vous envoie de Rav Chaim Friedlander, quand il raconte justement qui était celui qui l'a écrit, Rav Hillel de Shklov, Rivlin, et qui sont ceux qui l'ont édité. Donc celui qui l'a édité, cette édition moderne qu'on a traduit en français, c'est celle de Rav Yosef Rivlin. C'est-à-dire, c'est marqué ici, Rav Yosef Rivlin, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qui était sur le nom de son grand-père, Rav Yosef Rivlin, qui habitait dans la vieille ville de Jérusalem. Et c'était quoi sa manière de faire un Yishuv? Il est sorti tout seul, il s'est installé tout seul, il a monté sa tente. Et il a dit qu'il m'aime me suivre. Et il est resté tout seul alors qu'il y avait des chacals, des mechablim, des bédouins, le froid, le chaud, la malaria et tout. Il s'est installé là-bas au début du 19e siècle. Et il a dit qu'il m'aime me suivre. Quand il y a eu 30 familles qui se sont installées à côté de lui dans Mishkenot Hashanim Yemin Moshe, il a dit, bye, je vais m'installer à Yismach Moïse, au Zichron Moïse. Et il s'est installé là-bas, il a mis sa tente, et il attendit. Quand ça a été construit, il s'est installé à Machane Yehuda, à Machane Israël. Il a construit comme ça une vingtaine de shrunot à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un vous l'a enseigné à l'école? Non. Parce qu'on préfère raconter que tout, c'est le sionisme disons le sionisme postérieur d'Herzl. Mais c'est faux. Le sionisme a commencé. Il y a aussi ceux qui sont avant. C'est les élèves, c'est ceux qui sont venus à Tzfat, les Sfaradim qui sont venus et qui ont fondé Tzfat, et Jérusalem et Tveria, etc. Et après les Talmidei Agra, il y a eu aussi des Chassidim qui sont venus s'installer. Mais tout ça, disons qu'au début du 19e siècle, en 1800, en Israël, il y avait plus grand monde, parce que la vie était trop difficile. Même ceux qui étaient montés, la plupart étaient repartis. C'est-à-dire, à l'époque du Hari et du Rabbi Yosef Karo, etc., il y avait, mais comme je vous ai dit, à Jérusalem, il n'y avait pas 30 personnes à Jérusalem en 1800, quand ils sont arrivés. Et le Gaon de Vilna leur a dit, vous allez et vous commencez la Géoula. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand les gens ont entendu que ça marchait, parce qu'ils l'ont fait comme il fallait, comme nous on l'a fait,
c'est-à-dire avec un issue, avec de l'argent, de l'économie, du travail, de la sécurité, de la conquête, etc., de l'installation. Quand les Juifs ont entendu, c'est là que tout a commencé, qu'il y a eu de plus en plus de Juifs qui sont montés au XIXe siècle, ce qui a fait ensuite le mouvement des Chalutzim, qui était le Yishuv HaChadash. Mais eux, c'était ce qu'on appelle le Yishuv HaYeshan, c'était les Talmidei Agra, mais c'était des vrais sionistes au début, pas comme ce qu'on raconte aujourd'hui. Voilà. Et on va terminer le cours en disant que le Gaon de Vilna, dedans, est tellement sioniste que dans le fond, ça a fini par devenir insupportable pour les Juifs qui étudient la Torah et qui ne sont pas assez sionistes, et donc ça leur dérangeait de dire que le gras est le fondateur du sionisme. Vous comprenez? Si on disait que Herzl, ça va, parce qu'avec son grand chapeau, en dessous, il n'a pas de kippa. Donc ça nous tranquillise. C'est-à-dire, tu as ou un cylindre, ou bien un chapeau rond, c'est-à-dire, Herzl ne tourne pas rond, nous on tourne rond. Donc, chapeau melon. Et donc, dans le fond, on peut être tranquillisé. Mais si tu dis que tout le sionisme, il a commencé, le sionisme moderne, il a commencé en premier avec le Gaon de Vilna, qui est un sionisme religieux, qui est basé sur les écrits, alors ça pose un problème, on ne peut plus être antisioniste. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que le collator était un faux. C'est un truc qui a été inventé par les sionistes pour se justifier, se rattacher au gras. Vous comprenez qu'on peut faire ça que quand la vérité du texte est trop éclatante. Donc c'est encore une des preuves de la véracité de ce livre, c'est que ceux qui ne peuvent pas le digérer le vomissent et disent que c'est un faux. Alors, on va pas tellement... Quoi? Je peux poser une petite question dans le même esprit. Est-ce que Ouais. c'est la raison pour laquelle on ne peut pas trouver le Ema Banim Smecha du Rav Tertal ou qu'on essaie de passer sous silence? Oui, c'est exactement le même problème. C'est que les descendants du Ema Banim Smecha. Mais là, la chance, c'est qu'il y a plein de descendants de Rav Yosef, de Rav Hillel Rivlin, qui sont sionistes, qui soient sionistes du côté Khardal ou sionistes du côté sioniste religieux. Et c'est grâce à ça que le livre, il a été édité, qu'il a été sorti. C'est-à-dire parce que sinon, il serait jamais sorti. C'est-à-dire, et on va, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai mis l'introduction de Rav Chaim Friedlander pour vous montrer que lui qui n'était pas soupçonné d'être un élève de Merkazara, puisqu'il était Matchgar de Ponievitch, mais lui a écrit aussi, et son introduction, c'est pour montrer, pour expliquer comment est-ce que, en fin de compte, le Ktaviad, le manuscrit de Rav Hillel Rivlin, a fini par être édité et divulgué, c'est-à-dire non, diffusé à grande échelle qu'en 1969. Alors du coup, ça pose des questions. Les gens se disent si c'est en 1969, alors peut-être que non, peut-être que oui, etc. Donc, si vous écoutez les gens, vous entendrez cette chose, je vous le signale. Et nous, bien entendu, on n'est pas du tout d'accord. Et une des choses qu'on fera, c'est que dans les remarques du livre en hébreu et aussi dans l'édition française qui a été traduite, il y a toutes les remarques qui mettent les correspondances avec tous les autres écrits du Gras. Et une fois que tu as vu ça, tu peux plus dire que le collator c'est un faux, parce que si c'est un faux, alors il faut effacer tout l'enseignement du Gras, surtout dans tout ce qu'il a écrit au niveau de Kabbalah. Comme ces gens, ils ont la chutzpah de dire ça, parce qu'ils savent que les écrits kabbalistes du Gras, les gens ne les lisent pas, ils ne les connaissent pas dans ces milieux-là. Alors donc, du coup, ils peuvent dire que c'est faux, et il y a un travail énorme qui a été fait par justement celui qui l'a édité, le Rav Yosef Rivlin, et aussi l'édition précédente de son grand-père, Rav Moshe Rivlin, qui avait, le premier qu'il a sorti, qu'il a imprimé au début du XXe siècle, qu'il a sorti en 100 exemplaires parce qu'il n'avait pas les moyens, parce qu'en Israël, on n'avait pas d'argent, et on n'avait pas les moyens, et il n'y avait personne qui aidait. Donc il a sorti en 100 exemplaires, et pour autant que je sache, il n'en reste pratiquement aucun de ces exemplaires, sauf celui qui a permis la nouvelle édition, qui a été fait sur la base du manuscrit qu'avait Rav Yosef Rivlin, et de cette première édition. J'ai essayé de me renseigner, est-ce que quelqu'un en a une, etc. Je ne connais pas tellement de gens qui ont. C'est bon, ça permet. Il faudrait dire à, comment il s'appelle, celui qui a fait le film sur Manitou, qu'il fasse un film sur les éditions du Collator. C'est très cool. Est-ce que c'est vraiment un hasard que la deuxième édition soit parue en 69, après la libération de Jérusalem, dans le sens qu'il y a un hitouille pour la sortie, qu'il y a des nouvelles Neshamot après quand on libère Jérusalem, et que justement il y a des Ktavim, ça prend du temps, de la même manière que le Rav Kook, ça a pris des années pour qu'on commence à le lire, ou de la même manière que Rabbi Nachman, ça prend aussi des années, qu'il y a, une réduction du temps qui fait que de plus en plus il y a des écrits qui apparaissent, et que la génération elle est plus à même de recevoir, elle est capable de recevoir maintenant ce qu'elle ne pouvait pas recevoir justement. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence?
Je voulais le dire, et c'est en préparant ce cours, c'est-à-dire, je ne l'ai pas dit dans les fois d'avant, où je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a eu 2 éditions en 69, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Ilan, Baruch Shekivanti Leda Atra, c'est-à-dire, c'est que tout ce que tu as dit, je ne vais pas le répéter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y a une édition qui a disparu, il y avait l'Octaviat qui se transmettait dans la famille, et que la diffusion s'est faite en 69 par 2 éditions. Une à Bnei Brak de Rav Friedlander et du Vaad à Bnei Brak, le Hotzat qui devait à Gaon Vilna, qui ont décidé, donc qui sont des gens de Bnei Brak respectables, mais qui sont des vrais sionistes, donc qui ont décidé de le sortir. Et c'est pour ça qu'il y a l'introduction de Rav Chaim, qui était de cette édition. Et la deuxième, c'est Rav Menachem Kacher dans la Tkoufa Gdola. Donc en 69, en parallèle, peut-être l'un a pris l'autre, c'est possible, hein, il faudrait que je vérifie. À mon avis, Rav Menachem Kacher a ressorti dans son livre la Tkoufa Gdola celui qui a été sorti à Bnei Brak par Friedlander, à mon avis, mais je vais le vérifier. Mais en tout cas, toujours est-il que je suis d'accord avec toi à 100%. C'est incroyable. En Je 1948, rajoute quelque chose. le monde n'était pas prêt à l'entendre. Et en 69, et il le dit, c'est après les grandissimes qu'on a vus dans la guerre des 6 jours qu'on sait que le temps est arrivé de sortir les Ktavim du Gaon de Vilna. Ça va? Oui, qu'est-ce que tu dis, Je Johan? peux rajouter un mot? Oui, bien Ilan, sûr. tu as parlé du Likouté Maharan. Alors, on a posé la question une fois à quelqu'un, est-ce que Manitou, il a enseigné Likouté Maharan? Alors, Mhm. 2 choses. Premièrement, Manitou disait à chaque fois qu'il a écrit le mot tzaddik dans Likouté Maharan, il faut remplacer ça. Le tzaddik de notre génération, c'est Am Israël. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Mais la deuxième chose qu'il y a eu, c'est que oui, effectivement, Manitou a enseigné Likouté Maharan, mais après quelques cours, il a dit aux élèves, bon, vous comprenez rien, on repasse au Maharal de Prague. Donc ça m'a rappelé un petit peu ça, c'est-à-dire que c'était pas le moment. Je suis sûr que si maintenant il y avait Manitou, alors l'écouter Maharan, aujourd'hui, il est beaucoup plus enseigné, les gens ont peut-être plus aptes à entendre, à comprendre. Mais à l'époque, il leur a dit, bon, vous comprenez pas, et puis il a fermé le livre, il a dit, de retour au Maharal de Prague. Voilà. Chazak ou Baruch. Donc, Chazak ou Baruch, et donc ça va tout à fait dans ton sens. Et moi, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est la guerre de 67, la guerre des 6 jours, qui a fait qu'on était prêt à écouter la Torah du Gaon de Vilna à Kolator. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Et que c'est un moment que ça a été diffusé. Maintenant, l'édition que vous avez ici, elle a été sortie en 1980, Tafshin Nun Dalet, en 94, donc quelques années après. Depuis, je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle édition de celui-là, mais en tout cas, c'est un livre qu'on peut trouver aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est-à-dire, c'est un livre qui est trouvable. Et je voudrais signaler que justement, pour terminer le cours, il y a quelques années, maintenant je ne sais plus, mais je ne me souviens plus, il y a une dizaine d'années environ, je ne sais pas s'il est là ici, si Maurice Habib est là, s'il est là, qu'il ouvre sa caméra pour qu'on le voit. Mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, Maurice Habib, qui habite à Paris, 17e, en tout cas à l'époque il était dans le 17e, je crois qu'il a déménagé, a décidé, après avoir écouté un cours de Manitou sur le collator, donc il y a un cours magistral de Manitou sur le collator, et donc il a eu une étincelle, il a dit il faut absolument que le collator soit connu en français, et il a vu que j'avais donné plusieurs cours dans le cadre de Midrashet Yehuda sur le collator, et donc il a décidé qu'il fallait traduire le collator en français. Et donc le collator, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Johan, il est traduit en français. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas encore édité sur papier, mais il l'a déjà mis sur un support internet, et dans la feuille que je vous envoie, vous pourrez cliquer pour pouvoir avoir tout le texte intégral du collator en français. Et c'est ce texte qu'on va utiliser. Moi, je l'ai en Word, donc je peux même mettre des remarques ou souligner en bleu comme j'ai l'habitude de faire dans l'étude. Donc, il y a plus de 10 ans, quand j'ai enseigné le collator, on a eu le temps de faire que le premier chapitre, en gros. Et en plus, on n'avait pas de support en français, on étudiait en hébreu, donc c'était différent. Maintenant, ça va être génial parce qu'on va pouvoir l'étudier en français. Alors, je dis génial, mais je me jette un peu d'eau dessus parce qu'en fait, la personne qui l'a traduit a tenu à garder l'anonymat parce qu'il s'est rendu compte que c'était un livre trop sioniste pour lui. Donc, il l'a traduit. Et du coup, après, Maurice Habib m'a demandé à faire la gasse et de le relire et le corriger. Et j'ai eu le mérite, et en plus aussi de traduire toutes les remarques qui étaient basées sur la Kabbalah que le traducteur ne
ne comprenaient pas. Donc, j'ai eu le mérite d'être associé avec Maurice et avec celui qui l'a traduit, qui s'appelle Yud YS. Donc, on le remercie pour le travail qu'il a fait. Mais en tout cas, Baruch Hashem, le texte tel qu'il est, il était revu et corrigé par moi. Donc, c'est la version que j'ai. Et s'il y a des gens qui ici veulent rajouter, corriger, Quelle est la traduction française? Quoi? Du titre en français. C'est la voix de la tourterelle. Comment? Tourterelle. La voix de la tourterelle. Mais tu le trouveras pas. Comme ça, à mon avis, mais je vous donne le link. Non, je t'envoie le link après à la fin du cours. Il est sur le support. Regarde, si j'ouvre le texte du screen, tu vois, ici, tu as ici HTTPS Collator French Brogloss. Alors, tu appuies là-dessus et puis tu peux rentrer dedans. Et après, j'ai mis la préface de Raphaël Friedlander, c'est tout. Donc, je vous invite à lire la préface parce qu'elle dit ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est-à-dire l'historique de ce qu'a demandé Marc, un peu l'historique de la famille Rivlin en Israël et ensuite de les Gilgulim de ce livre. Comment est-ce qu'il s'est développé et par la même occasion, justement, l'historique de cette famille et qui était celui qui l'a sorti, celui qui l'a imprimé, celui qui l'a écrit, son père, ses relations avec le Graal, etc. Donc tout ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Et conclusion, moralité, vous êtes invités à revenir la semaine prochaine pour pouvoir, pour la première fois dans l'histoire du monde depuis la création du monde, pour pouvoir étudier l'enseignement du Gaon de Vilna à Collator avec un texte en français. Voilà. Donc vous pouvez même le lire avant si vous avez envie, puisque je vous ai montré le lien. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine. Le lien de traduction, la traduction. Je l'ai mis dans le texte là, tu vois, et je vous l'envoie. On va l'envoyer. Voilà, il sera sur le drive. On va recevoir l'introduction. Il sera sur le comment il s'appelle? Ce que fait Johan, il le met sur le truc blanc avec sur le rectangle, non, le triangle blanc sur fond rouge, ça s'appelle comment? Drive. Non. Le drive. Non, pas le drive, ce que tu fais toi. Sur YouTube. Voilà, sur YouTube, vous l'aurez. Johan, il va le mettre en attaché au cours. Et puis, je vous l'enverrai aussi dans les WhatsApp, les deux groupes de WhatsApp pour que vous puissiez l'ouvrir dès maintenant. Et quand on étudiera, à chaque fois, je prendrai une partie et on l'étudiera avec les... On pourra le lire avant le cours, c'est très bien. Voilà, Bédiouk, exactement. Préparer les cours. Vous avez des questions? Juste une petite remarque à Johan, que Manitou a dit au Rav Cherki que maintenant c'est le temps d'étudier le Rav Nachman de Breslov. Ouais, il l'a dit hier soir. J'étais pas là-bas hier soir. Moi, j'ai entendu une autre histoire avec Rein Rottenberg, mais voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.